Je me demande ce qu'il foutait avec toute cette cervelle. Croyance occulte? Régime chelou? Élite bizarre? Aucune idée. Je vais pas te mentir, dans ma vie, j'ai fait quelques boulots discutables. Escorte, c'est comme ça que j'ai payé mes études, mon loyer, et plus d'un sac hors de prix. Pas que je m'en vante, mais je choisis mes clients, mes limites sont claires, et j'ai toujours eu le contrôle. Un jour, j'ai reçu un appel très particulier. Une femme, voix douce, presque tremblante, m'explique qu'elle et son mari veulent parler d'un arrangement un peu spécial. Je me rends au rendez-vous, un salon d'hôtel 5 étoiles, service d'eau pétillante à la main, et là je tombe sur un couple genre catalogue de country club, elle, tirée à 4 épingles, visage tendu par un peu trop de botox, lui, costume sur mesure et regard éteint. Ils me parlent de leur fils, Samuel. 18 ans. Lourd, acnéique, une hygiène corporelle approximative, leurs mots, pas les miens, et surtout, très seul. Le bal de fin d'année approche, et il n'a personne. Pas d'amis, encore moins de cavalières. Ils avaient mal au cœur, tu vois. Ou alors ils avaient honte, difficile à dire. Il me propose une somme ridicule, dans le bon sens, pour que je vienne au bal avec lui. Juste pour la soirée. Être sa cavalière, lui donner un moment de normalité, disait-il. Le deal, je serais présentée comme la fille du voisin d'un ami de la famille, venu d'un autre état, juste de passage pour quelques jours. Franchement, je me suis dit pourquoi pas. Une robe magnifique, un petit acting, de la danse, des petits fours et un virement bien gras à la fin. Je me suis même surprise à vouloir aider ce gamin à passer une bonne soirée. Dès la première minute, j'ai su que ça allait être long. Pas juste à cause de son look, ça, je m'en fous. Mais il était méchant, arrogant. Il passait son temps à rabaisser les autres, à se plaindre, à étaler son fric comme un trophée. Il me parlait comme si j'étais un objet qu'on lui avait livré, genre trophée vivant, et se vantait auprès de ses camarades comme si j'étais tombée amoureuse de lui en 2 jours. Pendant le bal, il me forçait presque à me coller à lui, faisait des blagues de très mauvais goût, et me glissait des « t'as de la chance que je sois sympa avec toi ». Je serrais les dents, j'avais signé, je suis restée polie, souriante, professionnelle. Puis à la fin, alors que je pensais que c'était enfin fini, ses parents m'ont raccompagné dans leur voiture privée. Ils me glissent une enveloppe, très épaisse, et me disent, un peu gêné, « On a ajouté un petit bonus si vous pouviez passer la nuit avec lui. Il vous a beaucoup apprécié. » J'ai eu un rictus nerveux. J'ai regardé la mère, les yeux embués de honte ou d'espoir, je sais pas trop. Et j'ai dit non. Pas un non merci poli, un non ferme. Il n'était pas juste repoussant physiquement, ce serait cruel de m'arrêter à ça. Il était égoïste, toxique, incapable de respect. J'aurais pu faire une folie pour une autre âme solitaire, un peu gauche mais sincère, mais Samuel, c'était un non catégorique. Je suis rentré chez moi avec la somme initiale, j'ai pris une douche bien longue, et je me suis promis un truc, plus jamais les balles d'ado. Surtout quand les parents sont plus désespérés que les gosses eux-mêmes. Un client avait récemment acheté un Pontouse flambant neuf avec une vue imprenable sur la ville et une terrasse spacieuse. Très enthousiaste à l'idée de personnaliser son nouvel espace, il a exprimé son désir d'installer un jacuzzi sur le balcon. Toutefois, le projet n'était pas aussi simple qu'il en avait l'air. Pour que le jacuzzi soit solidement installé, une colonne structurelle devait être ajoutée en plein centre du balcon pour soutenir la lourde installation. Cependant, l'entrepreneur qui avait construit l'immeuble a rapidement refusé l'idée de cette colonne. Selon lui, l'ajout de cette structure affecterait l'apparence de l'appartement, ainsi que sa valorisation pour une revente future. Le balcon, qui devait rester dégagé et spacieux pour maximiser l'attrait de l'appartement, ne pouvait pas être modifié de cette manière. Le client, déterminé à réaliser son projet, a réfléchi à une solution. Après quelques jours de réflexion, il a pris une décision audacieuse, il a acheté l'appartement situé juste en dessous du Pontouse.
Ce second appartement était relativement abordable en comparaison avec son investissement initial, mais il avait l'avantage de pouvoir apporter les modifications nécessaires sans impacter la vente de l'appartement du haut. Il a obtenu l'accord pour installer la colonne structurelle et faire installer le jacuzzi sans restriction. Une fois les travaux terminés, le jacuzzi trônait sur le balcon du Penthouse, offrant un confort et une vue magnifiques. Il était désormais possible de profiter d'un bain chaud tout en admirant la skyline de la ville. Après avoir profité de son nouveau luxe pendant un certain temps, le client a finalement revendu l'appartement du dessous, le vendant discrètement et sans mentionner la colonne installée. Grâce à cette astuce, il a non seulement réussi à installer son jacuzzi, mais il a aussi évité toute perturbation dans la vente de son bien immobilier, tout en assurant la discrétion sur les travaux effectués. Ainsi, le problème initialement complexe a été résolu de manière élégante, laissant le client satisfait de sa créativité et de sa gestion habile de la situation. Le propriétaire de mon entreprise avait un client qui, pour régler une dette colossale, avait accepté de lui céder un yacht. Une fois la transaction conclue, mon patron se rendit à la marina afin de transférer les informations de stockage du yacht à son nom. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le coût de stockage d'un yacht de cette taille était astronomique. En voyant le montant exorbitant qu'il devrait payer chaque année pour entreposer le yacht, une idée lui vint à l'esprit. Plutôt que de continuer à verser une somme colossale à la marina, il décida de l'acheter. Après tout, si les frais de stockage étaient aussi élevés, autant avoir une part dans l'entreprise qui les fixait. Il contacta rapidement les propriétaires de la marina et négocia un achat. Quelques semaines plus tard, il se retrouvait à la tête de la marina, non seulement propriétaire du yacht, mais aussi de l'endroit où il était entreposé. Cette décision, qui semblait impulsive au départ, s'avéra être un coup de génie. Non seulement il avait évité de payer des frais de stockage à vie, mais il avait aussi acquis un actif précieux. Cet achat lui apporta des bénéfices imprévus. En devenant propriétaire de la marina, il avait ouvert une nouvelle source de revenus. L'histoire circula rapidement dans le milieu des affaires et, au final, il se retrouva avec un portefeuille d'actifs bien plus large qu'auparavant. Le PDG de l'entreprise pour laquelle je travaillais était le fils du fondateur. Ce n'était pas un homme dénué d'intelligence, au contraire. Son père lui avait imposé de commencer à la base, dans les postes les plus simples de l'entreprise, pour qu'il puisse apprendre chaque facette du fonctionnement de la société. Le personnel managérial avait l'ordre, sous peine de licenciement, de ne pas traiter ce jeune homme différemment d'un nouveau recrue. Lorsqu'il est devenu PDG, ce parcours l'avait formé d'une manière qui le rendait abordable et respecté. Ce n'était pas un mauvais patron, loin de là. Il savait comment se mettre au niveau de ses employés. Un soir, je travaillais en heures supplémentaires sur le quart de nuit lorsque l'on a reçu un appel. C'était un peu étrange et inattendu. « Et, vous avez un électricien ?» La voix au bout du fil était clairement en état d'ébriété. On n'avait aucune idée de qui il pouvait être ni de ce qu'il voulait. Nous lui demandons qui il est, et il nous répond, tout joyeux, qu'il veut que quelqu'un se rende chez lui pour résoudre un problème de connexion Internet. Loïc ? Il habite à 1 heure de là. M'étant ennuyé et n'ayant rien d'autre à faire, je me porte volontaire. Quand j'arrive chez lui, je constate que la porte d'entrée est complètement défoncée, un morceau de la clôture en bois blanc a disparu et sa Jaguar est coincée dans un champ. Le gars, totalement ivre, se tient là avec une énorme coupure sur le front. Je le regarde et lui demande, un peu inquiet, « Ça va, patron ?» Il répond, « Ouais, ça va. » Pourquoi ? Le sang est littéralement séché sur son visage. Je l'accompagne dans la salle de bain, l'aide à se nettoyer et à désinfecter sa plaie, puis je lui applique un bandage. Ensuite, je m'attaque au problème d'Internet, un simple débranchement-rebranchement du modem. Au moment où je m'apprête à partir, il me propose de faire un shot avec lui. Je lui réponds, un peu hésitant, qu'il vaut peut-être mieux éviter, surtout pour le boulot. Il me tend néanmoins la bouteille, tout sourire, prends-la chez toi et fais un shot plus tard. Garde-la. Une fois rentré au travail, je me décide à regarder la bouteille en question.
Jamais entendu parler de cette marque. Il s'agissait d'une bouteille de whisky écossais d'une valeur de 1500 $. Le lendemain matin, je suis à mon bureau, quand vers 11 h, il débarque dans l'open space. « On ne va pas parler de ce qui s'est passé hier soir ?» Je lui réponds que tout va bien, tout est sous contrôle. « Parfait, » me dit-il. Peu après, je reçois une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de 5000 $, intitulé « Support technique d'urgence ». Une récompense qui m'a laissé sans voix, d'autant plus qu'il s'agissait d'une tâche que j'avais accomplie en quelques minutes à peine. C'était une manière peu conventionnelle de résoudre un problème, mais on ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas l'esprit créatif pour remercier ses employés. J'ai fait un job de babysitter pour un couple très riche qui voulait quelqu'un pour s'occuper de leurs enfants. La femme ne voulait pas d'une nourrice féminine, et étant encore à l'université, cela m'aidait à payer mes factures. Un jour, ils m'ont demandé « Tu veux aller à Hawaï ?» Je n'avais pas compris tout de suite, mais il s'est avéré que l'entreprise où le mari était le directeur des opérations organisait une retraite pour les cadres à Hawaï. Plutôt que de chercher une garderie pour leurs enfants sur l'île, ils ont pensé qu'il serait plus simple de me payer pour voler jusqu'à Hawaï, m'occuper des enfants pendant la journée, et me laisser les soirées libres ou du temps en famille. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Hawaï, aux frais de la famille. J'avais ma propre chambre d'hôtel, ils me payaient pour mon temps et m'offraient une grosse indemnité pour la nourriture et mes loisirs personnels. Pendant mon séjour, j'ai eu quasiment toutes les soirées de libre, ce qui m'a permis de vraiment profiter de l'île. Pendant la journée, je m'occupais des enfants, on allait à la plage, on faisait des randonnées et on visitait les attractions touristiques locales. En plus de ça, ils m'ont donné 5000 $ en argent de poche pour si jamais les enfants voulaient quelque chose. Je devais garder les reçus pour prouver mes dépenses, mais lorsque j'ai tenté de rendre les reçus, la femme m'a simplement dit « Oh, ne t'inquiète pas pour ça, c'est juste quelques milliers de dollars » et elle n'a jamais vérifié comment j'avais dépensé cet argent. Je n'arrivais pas à savoir si elle me faisait une confiance aveugle à ce point ou si elle pensait sincèrement que la somme était si dérisoire que ça n'avait aucune importance. Ils étaient une famille vraiment sympa, juste très bien lotie, ce qui leur permettait de régler pratiquement tous leurs problèmes simplement en dépensant de l'argent. Et en fait, j'ai même été invité à la cérémonie de remise des diplômes du lycée de la fille aînée, car elle me considérait comme un ami. C'était un de ces moments où je me suis rendu compte que, parfois, la richesse n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi d'opportunités et de relations humaines. Il y a plusieurs années, je travaillais dans le recrutement, en trouvant des membres d'équipage pour des super yachts. Un jour, j'ai proposé un candidat pour le poste de chef ingénieur sur un yacht très connu, appartenant à une personnalité tout aussi célèbre. C'était un parfait mélange de compétences techniques et d'expérience, et en plus, le gars était super sympa et professionnel. Il correspondait exactement à ce que le yacht cherchait. Cependant, ils l'ont rejeté, et la raison qu'on m'a donnée était « il porte des lunettes et le propriétaire ne veut personne avec un handicap à bord ». Je n'avais pas du tout prévu que cette histoire prenne une telle ampleur. Pour répondre à quelques questions qui reviennent souvent. Pourquoi ne pas en avoir informé le candidat pour qu'il puisse les poursuivre? Est-ce même légal? J'avais signé plusieurs accords de confidentialité, donc si j'avais révélé cela, ma carrière aurait été terminée. C'était une conversation téléphonique sans preuve écrite, et il disposait d'une équipe juridique gigantesque. Si le candidat avait décidé de les attaquer en justice, il aurait échoué. L'industrie des yachts est très petite, surtout au plus haut niveau, et cela aurait signé la fin de nos carrières à tous les deux. De plus, leur yacht était enregistré sous un autre pavillon, ce qui aurait rendu le tout encore plus compliqué. Pourquoi ne pas avoir payé pour des lunettes ou une chirurgie laser? Cela se passait il y a plus de 10 ans, peut-être même 2 décennies. Oui, la chirurgie laser était probablement disponible à l'époque, mais pourquoi diable aurait-il payé pour ça? C'était un poste parmi les plus prestigieux dans l'industrie à l'époque, et ils avaient les moyens de recruter n'importe qui. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelqu'un qui, selon eux, ne correspondait pas à leurs critères, alors qu'ils pouvaient obtenir un candidat qui remplissait toutes leurs exigences?
Pourquoi ne pas donner les noms? Clairement pas. Même si cela remonte à longtemps et que je n'ai plus aucun lien avec cette industrie, je n'ai aucune envie de m'attirer des ennuis avec ces gens-là. Ce sont des acteurs puissants dans un monde qui fonctionne encore selon des codes assez fermés et où il vaut mieux ne pas trop déranger les choses. Mon beau-frère construit des maisons sur mesure dans la région de la Redneck Riviera en Floride. Un jour, il m'appelle pour que je vienne jeter un œil à une maison de plage de 15 millions de dollars qu'il était en train de rénover entièrement. Il en était le constructeur initial. Il m'a demandé d'amener mon camion et ma remorque. J'arrive sur place, et il me fait faire une visite des 4 étages. Ensuite, il me dit, les propriétaires ont enlevé tout ce qu'ils veulent garder. Elle m'a dit de me débarrasser de tout le reste comme je l'entends. Prends ce que tu veux. Des meubles, des appareils électroménagers, du mobilier de jardin, des tapis, des lampes, des œuvres d'art, tout ce que tu peux imaginer. Je n'ai pas pris le temps d'évaluer la valeur de tout ce que j'ai emporté ce jour-là, mais c'était sans doute les objets les plus haut de gamme que j'ai jamais vus. 4 étages entiers de ce genre de mobilier et d'équipement, et je n'ai pu prendre qu'une remorque pleine, simplement parce que je n'avais plus de place dans ma maison. J'estime que j'ai probablement chargé pour plus de 20 000 $ de meubles et d'appareils électroménagers. C'était complètement fou. J'étais tellement impressionné par la qualité de ce que j'avais pris que je n'en revenais pas. Et bien que je ne sois pas un collectionneur, je savais que j'avais une chance en or de mettre la main sur des articles d'une telle qualité, pour absolument rien. J'ai eu de la chance, c'est clair. L'été dernier, j'ai fait d'un petit boulot de nettoyage de maison, et ces maisons étaient complètement dingues. Certaines avaient des ascenseurs. D'autres avaient des stalles, des cabines, dans leur salle de bain principale. Petite correction, je parle bien de la salle de bain et non de la chambre. Il y en avait même une avec une véritable grotte aménagée dans la salle de bain, avec des pommeaux de douche partout. Tu pouvais marcher d'un bout à l'autre de la pièce en traversant une gigantesque baignoire à jets. Mais ce qui m'a frappé, dans presque toutes ces maisons, c'était ce sentiment de désuétude. Des pianos à queue recouverts de poussière. Des lampes chères et des coussins avec leurs étiquettes encore attachées. Des salles de jeux gigantesques remplies de jouets dernier cri, mais totalement vides de tout enfant. La maison la plus étrange que j'ai nettoyée, par contre, n'était ni énorme ni particulièrement belle. De l'extérieur, elle semblait assez ordinaire. Mais à l'intérieur, chaque pièce était remplie de piles de vêtements. Partout. J'ai pris un moment pour m'éloigner de mon collègue et lui demander, avec toute la sincérité du monde, comment on pouvait nettoyer cette maison. Elle m'a répondu simplement, il faut contourner les piles du mieux que tu peux. Il y avait une montagne de vêtements dans le salon, comme dans un dessin animé. Chaque canapé était recouvert de piles de vêtements neufs avec les étiquettes encore dessus. Ce étaient les seules choses pliées dans toute la maison. Dans la chambre, c'était pareil. Des petites piles dans chaque coin, et il était quasiment impossible d'ouvrir ou de fermer les portes à cause d'elles. La salle de bain des enfants n'avait même pas de rideau de douche. Après avoir nettoyé du mieux que l'on a pu cette maison, je pense qu'ils ne faisaient tout simplement jamais leur lessive. Je crois qu'ils achetaient constamment de nouveaux vêtements et se débarrassaient des anciens en les laissant dans les piles. J'y pense assez souvent, et je me demande si, un jour, ils ont fini par se reprendre en main. Il y a quelques années, je travaillais dans la menuiserie, principalement sur des projets de véranda. L'un de nos clients était un neurochirurgien marié à une avocate, et ensemble, ils avaient une maison immense sur une grande propriété. Leur fils était également neuroscientifique et, avec la permission de ses parents, avait fait construire une autre maison tout aussi gigantesque sur la même propriété. Le problème, c'est que les règlements municipaux interdisaient d'avoir 2 habitations distinctes sur la même parcelle. Il faut dire que ces maisons étaient situées à environ un quart de mile l'une de l'autre. Alors, pour contourner cette interdiction, ils ont décidé de construire un putain de mur entre les 2 maisons. Et attention, ce n'était pas un simple muret en bois ou une clôture quelconque, non. Il s'agissait d'un mur de style médiéval, avec des tours rondes, des créneaux et des merlons, dignes d'un château. En plus,
il y avait une salle de sport à mi-chemin, et un immense sunroom en verre de plus de 750 000 $. Le tout avec suffisamment d'espace pour aménager un sentier pédestre et une route pour des voiturettes de golf à l'intérieur même du mur. Le règlement de la ville disait qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule habitation sur leur propriété, alors ils ont simplement construit un énorme corridor entre les deux maisons, pour que, techniquement, tout reste conforme à la loi. C'était un truc complètement fou, mais tellement ingénieux. Ils ont trouvé une solution absolument bizarre et absurde, mais qui fonctionnait selon les règles. Je faisais le service de bar lors d'une soirée chic dans la maison d'un couple âgé et très riche, où ils exposaient des œuvres d'art qu'ils avaient achetées directement dans des musées. J'étais en train de servir des boissons dans une pièce dont 3 murs étaient en verre, offrant une vue splendide sur un jardin magnifiquement entretenu, avec des sculptures disséminées çà et là. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, j'ai remarqué des lapins blancs aux oreilles tombantes qui commençaient à apparaître dans le jardin et à gambader joyeusement. Intrigué, j'ai demandé à quelqu'un qui travaillait dans la maison ce qu'il en était de ces lapins. La réponse m'a laissé bouche bée, les propriétaires les avaient achetés comme éléments décoratifs pour leur jardin. De temps en temps, ils devaient réguler la population de lapins. En d'autres termes, ces animaux étaient là juste pour ajouter un peu de charme naturel à leur décor. Mais la soirée ne s'est pas arrêtée là. Plus tard, alors que je préparais un cocktail pour un homme plus âgé, il m'a posé une question qui m'a fait froid dans le dos. « Alors, qu'est-ce que font les pauvres ce soir ?» J'ai été tellement choqué que je ne savais pas comment répondre. C'était comme si, dans son esprit, la vie se divisait entre eux, ceux qui avaient tout, et nous, ceux qui n'étaient qu'une sorte de spectateurs dans leur monde luxueux. L'absurdité de la situation me frappait de plein fouet. Ils avaient des lapins comme décoration et, de l'autre côté, cette vision du monde où les inégalités étaient juste une réalité qu'ils abordaient sans aucune gêne. C'était une soirée mémorable, mais qui m'a aussi laissé une sensation étrange de déconnexion totale entre les mondes. Mon ami est mécanicien. Un jour, un entrepreneur riche, corpulent, célèbre et tout simplement détestable est venu dans son garage. Il a pris un certain intérêt pour le collègue de mon ami et lui a proposé de venir travailler pour lui afin d'entretenir sa collection de voitures de luxe. C'était un salaire très attractif, et le collègue de mon ami aurait l'occasion de travailler sur des voitures incroyables, alors il s'est dit pourquoi pas. Ses journées étaient passées à travailler sur des voitures de sport anciennes et rares dans la vaste propriété de cet entrepreneur. De temps en temps, il était envoyé en Europe ou aux États-Unis pour vérifier des voitures que cet entrepreneur avait l'intention d'acheter. Il était aussi souvent envoyé à des enchères et devait appeler cet entrepreneur pendant les événements pour enchérir à sa place. La situation semblait idéale pour quelqu'un passionné par les voitures. Mon ami trouvait que c'était une occasion unique, et bien que le propriétaire des voitures soit difficile à supporter, le travail en valait la peine. Mais au fil du temps, mon ami a commencé à comprendre un peu mieux ce qui se cachait derrière tout ça. Cet entrepreneur, bien qu'il ait l'argent et la renommée, était un homme extrêmement toxique, incapable d'être reconnaissant pour la chance qu'il offrait à ses employés. Mon ami a entendu des histoires de traitements dégradants envers d'autres employés et a vu de nombreuses fois ce personnage passer son temps à rabaisser les gens autour de lui. Il se retrouvait parfois dans des situations où il devait gérer des crises de cet entrepreneur concernant des détails futiles, ou pire encore, des décisions impulsives concernant les voitures. Le plus ironique, c'est qu'aucun des autres travailleurs, qu'il s'agisse de mécaniciens ou de gestionnaires de la collection, n'osait vraiment protester, car tout le monde dépendait des paiements généreux que l'entrepreneur offrait. J'ai fait de la menuiserie pendant un été pour économiser de l'argent pour l'école. On allait dans des maisons immenses et magnifiques qui avaient besoin de travaux. En général, c'était des petites réparations, des choses décoratives, donc la plupart du temps on y passait 1 ou 2 jours. Et la plupart du temps, la famille était présente. Ce n'était pas un problème, c'était plutôt normal. Un jour, dans une maison, la famille avait des enfants qui regardaient une vidéo TikTok sur ce que mangent les pauvres.
La vidéo montrait comment préparer des repas comme des ramen à 10 centimes ou du pain avec des saucisses pour faire des hot dogs. Ils ont trouvé ça drôle, alors ils ont décidé de préparer ce genre de repas dans la cuisine pour voir à quoi ça ressemblait. Ils ont détesté tout ça. Je me souviens très bien de ce moment, car c'était exactement ce que je mangeais toute ma vie. Ce paquet de ramen à 10 centimes, c'était le même que celui que je retrouvais à la maison le soir. C'était un repas simple, économique, mais c'était tout ce que l'on pouvait se permettre. Et voir cette famille, qui vivait dans une maison de luxe et avait toutes les commodités possibles, s'amuser avec cette idée de « manger comme les pauvres », ça m'a vraiment perturbé. Ils ne savaient même pas à quel point ce genre de nourriture faisait partie de la réalité de nombreuses personnes, y compris la mienne. J'ai fait de l'informatique en tant que travail secondaire pour divers PDG au fil des années, et il y a toujours des points communs. C'étaient toujours des PDG masculins, et ils semblaient vraiment soulagés d'avoir quelqu'un chez eux qui n'essayait pas de négocier ou de leur soutirer quelque chose. Ils s'asseyaient avec moi, me posaient des questions sur mes projets de carrière, comment je suis entré dans le domaine, ce genre de choses. Les épouses de ces PDG avaient toute une ressemblance frappante, beaucoup de maquillage, des opinions très affirmées, un comportement très froid et distant. Le garage avait toujours au moins une voiture classique, une voiture de sport et un élévateur pour voiture. Il y avait toujours un chariot de golf sur la propriété. Les chambres des enfants étaient toujours en désordre. Un gars vivait dans une maison de plus de 18 pièces, et son fils adolescent avait un matelas par terre avec des vêtements partout. Je devais installer du câblage dans sa chambre et l'odeur était insupportable, c'était comme si son pied était dans mon visage. S'il y avait un chien ou un chat dans la maison, c'était l'animal le mieux toiletté que vous ayez jamais vu. Ils avaient toujours un service de toilettage qui venait une fois par semaine ou ainsi. Tout désordre serait attribué à la femme de ménage. Elle n'est soit pas venue, soit a manqué quelque chose, même si je n'avais pas remarqué de désordre en premier lieu. Ils ont tendance à avoir le meilleur de tout, provenant de magasins ou de fournisseurs qu'on ne rencontre pas souvent. Un PDG avait fait installer un système audio allemand sur mesure dans sa salle de jeu, qui comportait un bar, un comptoir de snacks, des sièges de cinéma, des tables de café et 2 réfrigérateurs. L'interface de son système de divertissement était également sur mesure, et toutes les télévisions de la maison utilisaient la même interface. J'ai parfois aperçu de la lingerie sexy, des sangles en cuir et des chaînes suspendues dans les placards. Des trucs un peu bizarres se passent. À chaque fois, je reçois une invitation pour une sortie en bateau, un vol en avion, un voyage de golf, peu importe ce qui les intéresse. Ces invitations ne sont pas sincères. Je pense qu'ils les font pour vous rappeler qu'ils ont des jouets. J'ai travaillé dans un club de golf country club réservé aux membres, un endroit où il y avait des gens qui avaient été acteurs, athlètes, conducteurs de courses, et même l'ex-PDG de Google. Des personnes très riches avec des égos énormes. Il y avait une famille en particulier avec 3 enfants adolescents, 2 filles et un garçon. La mère et les filles étaient vraiment belles et en étaient bien conscientes. Elles avaient toujours l'air impeccables et affichaient des attitudes excessivement arrogantes pour aller avec. Elles étaient prêtes pour les grandes occasions. La femme qui s'occupait du lavage du linge pour le club faisait aussi le ménage dans certaines maisons de membres. Cette famille était l'une d'entre elles. Elle m'a raconté que leur maison multimillionnaire était un véritable champ de bataille de saleté. Il ne faisait quasiment aucune tâche ménagère entre les passages de la femme de ménage. Il y avait de la vaisselle entassée avec de la nourriture séchée, des vêtements sales jetés un peu partout, des piles de choses en désordre, des sols collants et des excréments de chiens laissés sur le sol. Mais le pire, c'était les salles de bain. Elle m'a dit qu'ils ne vidaient jamais leurs poubelles de salle de bain et que les femmes de la maison jetaient leurs tampons usagés directement sur les poubelles débordantes, donc elles devaient ramasser leurs produits menstruels jetés par terre, sans même être enveloppés dans du papier. Ces femmes prétendaient se promener dans le club avec une attitude supérieure, en regardant tout le monde de haut, puis elles retournaient chez elles et se comportaient comme des animaux sauvages, jetant leurs déchets et produits de menstruation par terre. L'idée d'être tellement déconnecté de la réalité que vous estimez que même l'hygiène est sous votre dignité,
car vous pouvez simplement payer quelqu'un pour s'en occuper, est complètement folle. Cela m'a laissé sans voix. C'est le genre de comportement qui montre une telle absence de respect pour soi-même et pour les autres. Je vais modifier quelques détails pour protéger l'anonymat des personnes impliquées, mais j'ai travaillé comme professeur de guitare dans un quartier très riche, et l'entreprise pour laquelle je bossais avait un grand nombre de clients célèbres et ou incroyablement riches. J'ai vu des maisons avec des rivières intérieures, des ascenseurs, des cascades, des chefs à demeure, des garages pour 40 voitures, des demeures entièrement automatisées capables de changer de saison à l'intérieur, etc. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'ennui profond de l'humanité. Par exemple, un gars avec qui je suis devenu ami avait 17 véhicules tout-terrain, une maison plus grande que celle de son voisin, une star des Lakers, et celle d'un autre voisin, une star des Chicago Bulls, et partait chaque week-end pour participer à des compétitions de jeux extrêmes, mais quand je venais chez lui pour les leçons, il voulait juste parler de Nirvana, regarder la télé, apprendre des riffs de basse de Pearl Jam, et aller à des concerts. Le deuxième point qui m'a marqué, c'est que le ratio de personnes cool par rapport aux personnes un peu perdues semblait à peu près le même entre les ultra-riches et les normies. Par exemple, il y avait un type qui voulait prendre des leçons avec son jeune fils pour essayer de se connecter avec lui, mais il ne tenait jamais plus de 3 minutes pendant une leçon avant de devoir répondre à un appel important ou partir pour une réunion d'urgence du conseil d'administration. On voyait bien que l'enfant était dans une immense maison de jeu, mais qu'il était complètement écrasé émotionnellement. À l'inverse, j'ai aussi donné des leçons à une famille où les parents étaient 2 avocats très influents, l'un d'eux est maintenant candidat au Congrès, et ces gens étaient absolument formidables avec leurs enfants. Toujours attentifs, ils laissaient tomber des appels de clients célèbres pour réparer une roue de tricycle, appliquer des règles strictes mais affectueuses pour les devoirs, etc. Des gens géniaux. Cela reflétait à peu près la même dynamique parmi mes clients de classe moyenne et même chez mes clients plus modestes. Enfin, le dernier point qui m'a frappé comme étant un avantage évident d'être riche était l'apparence physique des gens. Dans l'ensemble, ils étaient tous extrêmement beaux à tout âge, et pour la plupart, sans chirurgie esthétique. C'est assez incroyable de voir ce que le corps humain peut faire quand on lui fournit toujours des aliments sains, chef à demeure, qu'on peut faire de l'exercice à tout moment de diverses façons, avec ou sans quitter la maison, salle de sport privée, piscine à cascades intérieures-extérieures à plusieurs niveaux, séjour de ski d'une semaine, entraîneur personnel, etc., et qu'on est à l'abri du stress mental quotidien. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de stress ni qu'ils ne travaillent pas dur, mais la plupart d'entre eux n'avaient pas ce stress existentiel de se demander ce qui pourrait leur arriver si jamais ils étaient licenciés, parce qu'ils n'avaient pas travaillé un samedi supplémentaire, ou ce stress de devoir supporter un patron constamment sur leur dos alors qu'ils se trouvent dans un emploi sans avenir, en espérant juste un salaire décent. Il y a quelque chose à dire sur les bienfaits mentaux d'avoir de l'espoir, de la joie et de la sérénité intérieure, et malheureusement, l'argent aide à atteindre ces états. J'ai donc constaté un avantage majeur en termes de santé physique et mentale chez les personnes ayant beaucoup d'argent. Et enfin, je ne crois pas qu'aucun de ces individus soit self-made dans le sens où l'on pourrait l'entendre. Ce genre de richesse ne vient pas seulement du fait de travailler dur et de gravir les échelons de l'entreprise avec uniquement ses propres ressources. Cette richesse-là, c'est de l'argent générationnel, des comptes d'investissement qui existent depuis des décennies, mis en place par des ancêtres. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas travaillé dur, mais transformer $100 en $1000 et transformer $100 millions en $110 millions, ce sont 2 choses très différentes. Et le second cas est indéniablement plus facile, tant du point de vue du pourcentage que des opportunités disponibles. Ma sœur travaille comme majordome pour une famille super riche, et elle m'a raconté quelques histoires assez folles. Un jour, la famille a acheté un chat extrêmement cher d'une race rare. Quelques mois plus tard, la femme de la maison dit à ma sœur qu'elle avait l'impression que le chat n'était pas vraiment heureux dans leur maison. Elle lui demande alors de prendre leur jet privé et de déposer le chat dans leur maison à Lac de Côme, en Italie, pour que l'animal passe des vacances au soleil. C'était tellement absurde, mais à leurs yeux, ça semblait une décision tout à fait normale. La même femme avait parfois des remarques sur des sujets écolos, comme le fait que ma sœur achetait des savons dans des distributeurs en plastique au lieu de simples savons en barre.
C'était pour le bien de la planète, mais le contraste entre ses actions et ses critiques était assez ironique. Ensuite, ils ont acheté une cabine gigantesque, un véritable palais, dans l'une des stations de ski les plus chères de Suisse. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont découvert que la maison juste à côté, qui était aussi une immense propriété, était mise en vente. Plutôt que de la laisser à quelqu'un d'autre, ils ont décidé de l'acheter également, juste pour ne pas avoir de voisins trop proches. C'était vraiment un autre monde. À la fois excessivement extravagant et tellement déconnecté de la réalité quotidienne. Cela montre à quel point l'argent peut créer des solutions, disons, très particulières à des problèmes qui, pour nous, sembleraient complètement insignifiants. J'ai travaillé comme garde du corps pour une personne extrêmement riche, mais d'une classe absolument inexistante. Un jour, il a acheté une voiture de collection rare, très recherchée, d'un constructeur italien renommé. Plutôt que de la laisser telle qu'elle, il a fait enlever le toit, l'a peinte d'une couleur rose pailletée complètement ridicule, et l'a exposée sur le toit de l'un de ses bâtiments les plus centraux au cœur d'une grande ville européenne. Le constructeur italien, horrifié par ce qu'il avait fait à l'une de leurs voitures les plus prestigieuses, a proposé de lui racheter le véhicule. Il semblerait qu'ils étaient absolument dégoûtés par cette transformation et ne voulaient pas que cette abomination donne encore plus de visibilité, car ils estimaient que cela portait un coup dévastateur à leur image de marque. Le type a accepté, bien sûr, et a vendu la voiture. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il a été interdit d'acheter de nouveaux modèles directement de cette marque, et ce, à l'échelle mondiale. Ce genre de comportement totalement déconnecté de la réalité montre à quel point certaines personnes, malgré leur richesse, ne savent vraiment pas apprécier ce qu'elles ont, ni comprendre l'impact de leurs actions. C'était à la fois fascinant et un peu révoltant. Je travaille avec des personnes très riches, mais dans le secteur à but non lucratif. Ce que j'ai observé, c'est que beaucoup de ces personnes qui prétendent donner des centaines de milliers de dollars, voire des millions par an, aux œuvres de charité, le font de manière trompeuse. Un exemple frappant est celui de cet homme très riche dans une grande ville des États-Unis qui possède un yacht immense. Un jour, il décide qu'il peut louer son yacht à 5 000 $ de l'heure. Bien sûr, personne de sensé ne paierait jamais 5 000 $ de l'heure pour ce yacht ridicule. Mais il trouve une astuce. Il loue son yacht à une organisation à but non lucratif pour 5 heures, à un total de 25 000 $, afin qu'il puisse organiser un événement sur son bateau. Il émet ensuite une facture et offre ces 25 000 $ comme don à l'organisation caritative. Résultat ? Il peut déduire ces 25 000 $ de ses impôts. Mais ce n'est pas tout. Cet homme passe la soirée à boire du vin et manger de la nourriture fournie par l'événement, et pour couronner le tout, il arrive à convaincre quelqu'un de capter son yacht gratuitement en lui disant « Eh, c'est pour une organisation à but non lucratif, tu ne veux pas les aider ?» Au final, il récolte 25 000 $, un dîner et des boissons gratuits, tout en recevant des applaudissements pour sa générosité. Mais ce système ne s'arrête pas là. Il peut également éviter une taxe annuelle dans la ville en offrant des heures de yacht aux politiciens locaux. Par exemple, il propose de prêter son bateau pour des événements destinés aux employés de la ville. En échange, il négocie une loi qui annule sa taxe de port annuelle pour son yacht s'il donne X heures de temps de bateau chaque année à des employés municipaux ou des organisations à but non lucratif. Ces lois sont souvent insérées dans des paquets législatifs massifs et ont l'air innocentes au premier abord. Les politiciens peuvent alors dire « Regardez, nous faisons en sorte que les riches paient leur juste part dans notre ville, pendant que le propriétaire du yacht emporte directement son chèque à la banque. » Ce type de pratique est courant pour les yachts, les propriétés, les jets privés, etc. Ils peuvent ensuite se vanter de faire tellement de dons aux organisations caritatives. Ils peuvent facturer des tarifs que personne n'accepterait normalement, car ils savent que l'IRS leur remboursera sous forme de crédit d'impôt. Et tout cela est légal. C'est un système pervers où ces personnes profitent du système fiscal pour se donner l'apparence d'être généreux, tout en récupérant largement plus que ce qu'elles ont réellement donné.
Je travaille comme chef privé dans la région de New York, New Jersey et Connecticut, pour des familles à très haut revenu. Des investisseurs en capital risque, des PDG, des propriétaires d'équipes sportives, vous voyez le genre. Voici ce que j'ai vu. Ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Chaque famille a du personnel à domicile. Parfois, un employé pour chaque enfant. Les enfants ne sont pas bien ajustés, fréquentent des écoles privées, ont des chauffeurs, et n'ont aucune idée de la réalité. J'ai dû expliquer ce qu'était l'école publique à un enfant une fois. Ils font leurs courses différemment. Quand nous allons au magasin, nous achetons ce dont nous avons besoin. Un pack de 12 de seltzer, seulement les serviettes en papier ou les encas nécessaires. Mais ces familles commandent tout en grande quantité. Ce n'est pas juste un pack de Spindrift, c'est des caisses entières. Et tout est livré à domicile. J'ai été dans des maisons avec des armoires qui vont du sol au plafond, pleines de boissons. Ils ne prennent jamais le métro ou les transports publics. Une pièce entièrement dédiée au couvert et une autre rien que pour les plats de service. L'argent dépensé chaque semaine pour des fleurs fraîches est ridicule. Elles sont magnifiques, mais c'est excessif. Une table de salle à manger à 250 000 $. Elon Musk, pas par choix, il était simplement à un dîner où je travaillais. Il dépense plus d'argent pour des cuisines qu'ils n'utiliseront jamais que la plupart des gens ne dépenseront jamais pour une voiture. J'ai travaillé sur des foyers à plus de 20 000 $ dans des maisons privées. Vous pouvez trouver une photo de l'un d'eux dans mes publications. Les maisons. J'ai travaillé pour une famille l'été dernier qui possède au moins 75 millions de dollars de biens répartis sur 3 propriétés. C'est complètement fou. Ils essaient souvent de vous faire baisser vos tarifs. Quelquefois, j'ai eu des milliardaires qui ont accepté mon tarif sans essayer de négocier. Mais la plupart du temps, j'ai été dans des maisons de 40 millions de dollars dans les Hamptons, à écouter une femme essayer de me faire baisser mon tarif. Ils mangent beaucoup plus simple qu'on pourrait imaginer. J'ai écrit des menus de haute gastronomie pour des dîners privés, seulement pour être demandé de préparer quelque chose de super simple comme un steak, des pommes de terre écrasées et du brocoli rab. Pas de blague, c'est un plat récurrent pour un de mes clients. C'est tellement simple. Ils vous offrent des voyages tout frais payés juste pour ne pas avoir à se soucier de cuisiner leur propre repas. Aspen, Cabo, Hampton, Jackson Hole. Peu importe. Ils ne veulent pas cuisiner. Un de mes clients avait une maison entière sur leur propriété juste pour leurs chiens. Il parlait d'une maison pour chiens et, au début, je m'attendais à une petite cabane dans le jardin, peut-être un endroit où ils rangeaient leurs jouets ou quelque chose dans le genre. Mais non, c'était une véritable maison entièrement aménagée, avec des lits king size et une immense salle de jeu au rez-de-chaussée. Ils avaient une équipe entière pour entraîner et nourrir les chiens. Ces derniers vivaient dans leur propre maison et venaient simplement leur rendre visite de temps en temps. C'était un peu étrange comme dynamique avec leurs animaux, on aurait dit qu'ils leur offraient une vie presque aussi luxueuse que la leur. Un autre client n'avait pas de bac à litière pour ses chats. Apparemment, les chats n'aimaient pas utiliser les bacs situés dans le sous-sol, mais ils ne voulaient pas en installer à l'étage. Alors, au lieu de cela, ils ont couvert une pièce entière du sous-sol avec une bâche pour étang et y ont mis de la litière pour chat. Ils avaient même engagé la femme de ménage pour passer un râteau dans la litière tous les jours. C'était totalement inhabituel et, honnêtement, assez déroutant. Mais pour eux, ça semblait être la solution idéale. J'ai eu des clients en lune de miel qui insistaient pour ne pas dormir sur un matelas sur lequel quelqu'un d'autre avait déjà dormi, donc nous devions acheter un matelas neuf à chaque hôtel où ils séjournaient. Chaque matelas coûtait plus de 5 000 $ et ils ont séjourné dans 5 hôtels. Ils utilisaient chaque matelas seulement pendant quelques nuits, puis nous devions le retirer de l'hôtel et nous en débarrasser. C'était une demande vraiment étrange, mais pour eux, c'était une question de confort et de luxe. C'était un gaspillage énorme, mais ils ne se souciaient pas vraiment des coûts. C'était une règle stricte avec ce client, il n'était pas permis de lui donner, ni à sa famille,
des choses qui avaient déjà été ouvertes ou utilisées. Cette bouteille de crème solaire qui avait été utilisée une seule fois? Ne même pas y penser. Tout devait être neuf. Il y avait un bureau rempli de bouteilles de crème solaire, toutes utilisées une seule fois et jamais ouvertes à nouveau. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que cet homme était le propriétaire d'un éco-resort. C'était une ironie totale, surtout quand on pensait à la quantité de déchets générés par sa propre obsession pour tout ce qui devait être neuf. Un éco-resort, mais en même temps une attitude totalement opposée à l'idée de réutiliser quoi que ce soit. C'était un paradoxe fascinant, mais dans son monde, l'image et la perfection primaient avant tout. Il y a longtemps, j'ai fait un stage où on devait faire valider chaque chèque ou paiement par carte de crédit par les parents d'un gars, parce qu'il avait été trompé en rejoignant une secte. Le leader de la secte réussissait à lui soutirer son fonds en fiducie, l'encourageant à dépenser sans compter. Une fois que des mécanismes de contrôle ont été mis en place pour surveiller ses finances, il a été expulsé de la secte pour ne plus avoir assez d'argent à leur donner. Je me suis senti vraiment désolé pour ce gars. Il était en réalité plutôt sympathique, mais ses parents l'avaient laissé entre les mains des employés pendant qu'il voyageait, et il était une cible facile pour la secte. Ce qui le retenait dans cette situation, c'était qu'il lui donnait l'impression d'être aimé, ce qu'il ne trouvait pas ailleurs. C'était triste de voir à quel point il avait été manipulé, mais il semblait aussi être quelqu'un de très vulnérable, pris dans une spirale qu'il ne contrôlait pas. Quand j'étais adolescente, je faisais du babysitting pour une famille d'anciennes richesses. Ils vivaient dans une maison immense, avec des passages secrets dans les murs que les enfants utilisaient pour jouer à cache-cache. Le sous-sol menait à une cave souterraine étrange, un genre de cave-caverne qui avait été murée depuis des décennies. Un jour, le père, qui était le type le plus cool que j'ai jamais rencontré, m'a demandé si je voulais gagner $200 de plus. J'ai dit oui, bien sûr, et il m'a proposé de l'aider à démolir un mur en briques. Après 40 ans, il ne supportait plus de ne pas savoir ce qu'il y avait derrière, il devait absolument savoir. On descend donc ensemble dans le sous-sol et on commence à détruire ce mur. À notre grande horreur, on découvre que dans les années 1800, la famille de ce gars possédait des esclaves et, au lieu de les libérer quand l'esclavage a été aboli, ils ont enfermé 4 femmes dans cette cave et ont fait murer l'entrée. L'odeur qui s'est dégagée quand le mur est tombé était insupportable. Et même 20 ans plus tard, on ne sait toujours pas qui elles étaient, leur nom ou quoi que ce soit d'autre, sauf qu'elles étaient des femmes. Ils les ont enterrées dans le vieux cimetière familial à l'arrière de la propriété, juste à côté des ancêtres qui les avaient murées vivantes. Je reste proche de cette famille, car je suis devenu une bonne amie des enfants plus âgés. À chaque visite, je vais rendre hommage à ces femmes et je dépose des fleurs sur leur tombe. Elles ont des pierres tombales qui ne portent que la mention « in memoriam », car nous n'avons jamais pu connaître leur nom. C'est une histoire tragique, mais cela fait partie de l'histoire de cette famille, une histoire qui a mis des années à être découverte, mais qui fait maintenant partie de leur héritage. Mon père était le chef privé d'un milliardaire. Il est assez connu, et il voyageait avec lui dans son jet privé, lui préparant tout ce qu'il voulait, etc. C'était un homme vraiment très sincère, le milliardaire, et il était très bienveillant avec mon père et avec nous en tant que famille. Cela dit, une histoire me marquera toujours. Un jour, il voulait un smoothie. Il venait juste d'arriver dans sa maison X, située dans un endroit magnifique Y, et mon père n'était pas allé dans cette cuisine depuis un moment. Il ne trouvait pas le mixeur, et on lui a dit d'aller en acheter un, évidemment un modèle haut de gamme, et de préparer le smoothie. Il le fait, le smoothie est prêt, le patron est content, mais en nettoyant, il découvre 10 mixeurs cachés dans des endroits improbables, probablement mis là par l'équipe de nettoyage. Pour moi, cette histoire met vraiment les choses en perspective à un niveau humain. Ce type avait des mixeurs haut de gamme d'une valeur de milliers de dollars, des appareils que je n'oserais même pas envisager d'acheter parce que cela me semblerait trop extravagant pour un simple mixeur. Et lui, il s'en fichait complètement. C'était un exemple frappant de la richesse, vu à travers un prisme humain. Cela m'a fait réaliser à quel point certaines personnes,
avec toute cette richesse, peuvent être tellement détachés de la valeur réelle des choses. Pour eux, avoir des mixeurs inutilisés partout n'était même pas un problème. Des amis de la famille avaient des problèmes de couple. Leur conseiller conjugal a découvert que beaucoup de leurs soucis venaient de l'organisation des repas. Le conseiller leur a rappelé qu'ils étaient riches et qu'ils pouvaient simplement faire appel à un traiteur pour tous leurs repas, ce qui coûterait moins cher qu'un divorce. Ils ont écouté le conseiller et, aujourd'hui, ils sont de nouveau heureux ensemble. C'est fascinant de voir comment une solution aussi simple, mais assez éloignée de la réalité de nombreuses personnes, a pu sauver leur mariage. J'ai travaillé dans le commerce de détail dans la rue principale d'une ville extrêmement riche. Un jour, une femme a enlevé sa montre Patek Philippe incrustée de diamants et, par je ne sais quelle chance, elle l'a oubliée dans la cabine d'essayage. Je l'ai trouvée, et mon manager n'avait aucune idée de ce qu'on devait en faire. On avait un tiroir pour les objets trouvés, mais il était rempli de lunettes de soleil et d'objets divers, pas vraiment idéal pour une montre à 500 000 $. Finalement, il décide de la mettre dans le coffre du magasin, généralement utilisé uniquement pour l'argent. Le lendemain, personne n'est venu récupérer la montre, alors j'ai appelé la société, ça a pris une éternité, j'ai donné le numéro de série et ils ont contacté la propriétaire pour lui dire où la récupérer. Ils m'ont donné son nom pour que je puisse vérifier son identité quand elle viendrait. Le jour suivant, une femme est arrivée et a demandé la montre. Je lui ai demandé une pièce d'identité pour vérifier son identité, elle m'a montré sa carte, et bien sûr, ce n'était pas la propriétaire. Elle a expliqué qu'elle était la femme de ménage de la propriétaire et qu'on lui avait demandé de venir la récupérer. Mon manager lui dit que je ne peux pas lui remettre la montre et insiste pour que la propriétaire vienne elle-même avec sa pièce d'identité. Je transmets ça à la femme de ménage, qui est agacée car elle a plein d'autres courses à faire et ne veut pas appeler sa patronne. Finalement, elle appelle et dit à la propriétaire qu'elle doit venir en personne avec son idée, mais la propriétaire essaie d'abord de dire « c'est moi la propriétaire » au téléphone, sans comprendre pourquoi ça ne suffisait pas comme preuve. La femme de ménage part faire ses autres courses, et environ 2 heures plus tard, la propriétaire arrive et commence à faire une scène, se demandant pourquoi on l'a dérangée alors que c'était clairement sa montre, comment on était censé le savoir, je n'en ai aucune idée, et elle me gronde de lui avoir fait perdre son temps quand je lui dis que je dois aller chercher la montre dans le coffre. Quand je reviens avec la montre, je mets mon sourire de service à la clientèle et je lui dis que je suis désolé que la récupération de sa montre à 500 000 $ ait été si compliquée, mais que d'autres personnes avaient essayé de la réclamer, donc nous étions juste prudents. En réalité, il n'y avait qu'un client qui, ayant entendu notre conversation, avait plaisanté en disant qu'il la prendrait lui-même, mais il ne semblait pas s'en soucier. Elle a alors fait d'une petite moue et est partie. Le lendemain, la même femme de ménage revient et ramène 7 pulls en cachemire que la propriétaire avait achetés, tous froissés en boule. Apparemment, la propriétaire était tellement exaspérée dans nos cabines d'essayage qu'elle avait décidé d'acheter tout le reste des vêtements sans les essayer, et puis elle avait oublié sa montre. Acheter une tonne de vêtements sans essayer était assez courant chez les riches, mais généralement, ils oubliaient ou n'en avaient tout simplement rien à faire des retours. Étonnamment, ce n'était même pas l'incident le plus bizarre que j'ai vécu dans cette boutique. J'ai travaillé pendant près de 20 ans avec une poignée de milliardaires et une douzaine de centimillionnaires dans le domaine des affaires. À chaque fois, chacun d'entre eux avait des problèmes mentaux, mais ils avaient tous réussi à transformer leurs troubles en atouts pour leurs affaires. Certains étaient tellement anxieux et perfectionnistes qu'ils ne pouvaient laisser passer le moindre détail, aussi insignifiant soit-il, et utilisaient cela pour atteindre un niveau de perfection qu'aucune personne saine d'esprit n'aurait jamais envisagé d'atteindre. D'autres étaient clairement sur le spectre et avaient des difficultés à comprendre ou à se connecter aux émotions des autres, mais cela ne faisait que renforcer leur confiance pour abuser de leur personnel et ignorer, ou ne pas comprendre du tout, la douleur qu'une personne pourrait ressentir si, par exemple, elle était forcée de rater l'anniversaire de son enfant. Beaucoup étaient des narcissiques à un point tel qu'ils ne pouvaient même pas concevoir un monde où leurs actions n'étaient pas parfaitement justifiées simplement par le fait qu'ils les avaient choisies.
Si vous tentiez de collectionner 1 milliard de n'importe quoi, autre que des dollars, votre famille vous ferait hospitaliser bien avant que vous y arriviez. 1 milliard, c'est une quantité incompréhensible. Mais parce que ces gens vivaient dans une société où l'argent est une fin qui justifie tous les moyens, les gens détournaient le regard et ignoraient leurs échecs à se conformer aux normes sociales qui nous empêchent tous de nous frapper les uns les autres. La plupart de ces gens étaient nés avec une longueur d'avance, mais ils vivaient avec la constante illusion d'avoir frappé un home run que personne d'autre ne pouvait réussir. Ils étaient particulièrement inconscients du rôle que la chance avait joué dans leur ascension. La seule autre chose que je dirais, c'est qu'à mon niveau, gestion senior de millionnaire, ce qui m'a rendu le plus triste, c'est qu'à peu près tout le monde était un homme qui avait grandi avec un père absent. Son père poursuivait l'argent, abandonnant son enfant. L'enfant avait grandi en voyant que l'argent était la seule chose que son père aimait, et il avait intériorisé le message que s'il gagnait suffisamment d'argent, son père l'aimerait enfin. Mais ces hommes de 40 ou 50 ans avaient des pères morts depuis longtemps. Ils n'allaient jamais être assez réussis pour gagner l'amour d'un homme qui n'était plus là. Au lieu de cela, ils abandonnaient leur propre famille et continuaient à perpétuer ce cycle. C'est après avoir réalisé cela que j'ai quitté mon poste haut de gamme et que j'ai commencé à vivre ma vie, à être présent pour mes enfants. Je serais un menteur si je disais que je ne regrette pas les jours où mes comptes bancaires se remplissaient plus vite que je ne pouvais allouer les fonds. Mais je ne troquerai pas ma vraie relation avec ma famille et le sens que j'ai trouvé dans ma vie contre tout l'argent du monde. L'argent n'achète pas le bonheur. Aucun de ces gens que j'ai connus n'était vraiment heureux. Mais je reconnais que ne pas avoir d'argent peut apporter une misère supplémentaire. Je m'appelle Malik, et pendant 2 ans, j'ai été le garde du corps personnel d'un homme qu'on pourrait qualifier de ridiculement riche. Pas juste riche, non, on parle de vieux millionnaire paranoïaque avec un manoir et des chiens de garde. Il s'appelait Henri de Villarmont, un nom qui sentait la poussière, l'argent ancien et les secrets de famille. Henri avait une peur bleue d'être empoisonné. Une peur viscérale. Il était convaincu que sa famille, des vautours selon lui, voulait le voir passer l'arme à gauche pour toucher l'héritage. Il avait donc mis en place une routine bien particulière. Moi, son garde du corps, je devais goûter tous ses repas avant lui. Tout. Les matins commençaient avec un cappuccino à la truffe et des œufs brouillés au caviar. Je prenais une gorgée, une bouchée, j'attendais 5 minutes sous le regard inquiet de Henri, prêt à appeler un hélicoptère médical au moindre froncement de sourcils. Franchement, au début c'était bizarre. J'avais signé pour protéger le bonhomme, pas pour jouer à la princesse empoisonnée de Game of Thrones. Mais bon, quand j'ai vu le genre de plats qui sortaient des cuisines, des chefs étoilés au fourneau, des assiettes qui coûtaient plus cher que mon loyer, j'ai vite relativisé. Bon, je vais pas mentir, j'ai eu quelques accidents de parcours. Une mousse de foie de canard qui m'a cloué aux toilettes pendant 6 heures, un carpaccio de poulpe douteux un soir d'été. Mais rien de mortel. Juste des diarrhées fulgurantes et un peu de dignité perdue. Henri, lui, était ravi. À chaque fois que je courais au WC, il rayonnait. Ah! Tu vois. Je le savais. Ce cuisinier est avec eux. Avec le temps, j'ai pris goût à cette vie. J'avais mon uniforme sur mesure, un appartement dans l'aile ouest du manoir, et des repas de roi 3 fois par jour. J'avais même un tabouret spécial à côté de la table d'Henri, juste pour goûter les plats en premier. Le tabouret du pré-goûteur, comme il disait en rigolant. La vérité, c'est que je suis resté pour la bouffe. Le vieux était insupportable, parano au dernier degré, mais chaque bouchée valait l'effort. Quand il est mort, naturellement, dans son sommeil, au grand désespoir de ses héritiers patients, j'ai presque eu de la peine. Pas pour lui. Pour les plats. C'était il y a quelques années, à une période où je cherchais du taf en cuisine. Pas vraiment comme chef étoilé, juste des contrats un peu partout, événementiels, traiteurs privés, parfois pour des particuliers friqués qui voulaient se sentir comme dans un resto gastro à la maison. Un jour, je reçois un message très formel d'une agence ultra select avec qui j'avais bossé une fois.
Une famille de grande renommée cherche des cuisiniers pour un service résidentiel temporaire. Entretien sur place, confidentialité requise. Bon, jusque-là, rien de trop louche. Je me pointe à l'adresse, un manoir. Pas juste une grande maison. Un vrai putain de manoir en dehors de la ville, genre ambiance Shining Mid Downton Abbey. Je suis accueilli par un mec en costume 3 pièces, visage lisse comme une statue, avec un petit carnet et une montre à gousset, je te jure. Il se présente comme Emer Arrow, le majordome. Il nous installe, moi et 4 autres candidats, dans une pièce sans fenêtre, juste une grande table et une lumière jaune un peu maladive. Il nous explique les règles de la période d'essai. On ne parle jamais aux membres de la famille. On reçoit les commandes par l'intermédiaire de Emer Arrow, exclusivement. Tous les plats doivent contenir de la cervelle. Toujours. Et là, je me suis dit ok, c'est une caméra cachée. Sauf que non. Pendant la semaine suivante, j'ai cuisiné plus de cervelle que dans toute l'histoire de la gastronomie. De veau, d'agneau, de porc, de canard, en mousseline, en ragoût, en terrine, même en dessert une fois une horreur. Ils avaient un frigo spécial juste pour ça, rempli comme un laboratoire de films d'horreur. Le pire, c'est que la famille, on ne les voyait presque jamais, passer parfois furtivement dans les couloirs, habillés comme dans les années 1900, avec une peau pâle, presque grise. Ils ne disaient pas un mot. Toujours ce regard un peu vitreux, presque prédateur. Je sais pas comment expliquer. Un soir, j'ai demandé à un autre cuisinier pourquoi on changeait tous les 2 semaines. Il m'a regardé et il m'a juste dit, ils aiment pas s'attacher aux gens. J'ai pas cherché plus loin. À la fin de la première semaine, j'ai discrètement refusé d'être reconduit. J'ai dit que j'avais un autre contrat. J'ai pris mon chèque, bien plus gros que prévu, et je me suis cassé. Depuis, j'y repense parfois. Je me demande ce qu'il foutait avec toute cette cervelle. Croyance occulte? Régime chelou? Élite bizarre? Aucune idée. Mais je jure que j'ai jamais revu une famille aussi étrange. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.